Bonjour à vous, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, bien sûr si vous avez apprécié mon travail. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va faire le point de l'économie russe 2025. Alors évidemment, cette vidéo ne prétend pas du tout être exhaustive sur le sujet, d'autant plus que l'économie n'est pas ma spécialité, comme vous le savez bien. Donc, mais on va quand même regarder les grosses lignes par des articles et aussi on parlera après dans la conclusion du complexe militaro-industriel russe où il en est présentement. Et donc, on va avoir un aperçu, et je dis bien ce n'est qu'un aperçu de l'économie russe. Mais bon, en tous les cas, l'essentiel sera là, le plus important sera là. J'espère que cela vous intéressera. Voilà, commençons. Alors, on va commencer par le classement par PIB. Et on s'aperçoit que le PIB de la Russie est 11e. Bon, évidemment, on a les habituels États-Unis, Chine, Allemagne, Japon dans les premiers de la liste, bien évidemment. Et vous notez que comme la Russie est 11e, ben, on a une petite contradiction avec ce que nous disent certains journalistes dans les médias, qui ne cessent de nous répéter que la Russie a le PIB de l'Espagne. Or, l'Espagne est 14e, donc bien derrière la Russie. Et maintenant, en chiffres, regardez le PIB de l'Espagne, 1 milliard 827 millions, la Russie, 2 milliards 195 millions. Donc bien au-dessus du PIB de l'Espagne, largement plus même. Voilà, donc ça c'était à noter. Alors là maintenant on va voir le PIB sur la parité de pouvoir d'achat, ça complète très bien le PIB nominal et ça permet d'avoir une vue plus précise sur l'économie réelle, la valeur de l'économie du pays. Et là on peut voir que la Russie est en 4e position, juste derrière l'Inde, mais devant le Japon, l'Allemagne, le Brésil, la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Ça en dit long sur la véritable force économique de la Russie. Donc avec ces deux indicateurs-là, le PIB nominal et le PPA, eh bien là vous avez vraiment une vue un petit peu plus précise de l'économie russe quant à sa valeur par rapport au reste du monde. Alors maintenant, on va regarder ce que dit le FMI par rapport à la croissance économique russe. Alors déjà, la moyenne en 2024 pour l'année, c'est 3,8% de croissance. Les projections du FMI pour 2025 concernant la Russie, c'est 1,4%. Et la projection 2026 est de 1,2%. Alors, sachant que fin décembre 2024, ça a fini à 4,1%. Là, vous voyez que la Russie, bon, a démarré très fort en 2024 et que les projections sont largement en baisse. Et la tendance est très très clairement à la baisse. Mais malgré, on va dire, une projection 2026 d'1,2%, eh bien, c'est beaucoup mieux que la moyenne européenne. Et c'est infiniment mieux que la croissance française, surtout si on compare à 2024. Si on compare, on va dire, décembre 2024 par rapport à l'Union européenne et à la France, la Russie explose complètement l'Union européenne et la France comparée à la croissance économique. Alors évidemment, là, vous voyez que c'est en baisse. Tout le monde était d'accord pour dire que la croissance économique russe était en surchauffe et qu'il fallait évidemment que tout ça revienne un petit peu plus à la normale. Alors là, maintenant, on va regarder la dette nationale par pays et principalement la Russie par rapport au PIB. Et donc là, on voit que la Russie a un endettement de 17%. Si on compare à la France a un endettement de 112,8%. Et si on regarde l'Allemagne, c'est toujours intéressant à savoir,
on a un endettement de 68,6%. Et la fameuse Espagne, hein, dont on parle, dont les médias parlent souvent concernant le PIB, on voit que l'Espagne a un endettement de 118,3%. Donc vous voyez que l'endettement russe est extrêmement faible et peut être résorbé assez facilement, surtout quand il n'y aura plus de sanctions et de guerre en Ukraine, où là ce sera un jeu d'enfant pour la Russie d'être même largement bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de dette nationale, il y aura surtout des bénéfices. Donc vous voyez que la Russie, encore une fois, est extrêmement bien placée par rapport à d'autres pays. Regardez, là vous voyez en un coup d'œil, Brésil 98%, États-Unis 128%, Canada 113%. Bref, c'est absolument énorme, énorme. Et même des pays, regardez la Norvège, 43,4% de dette nationale. Voilà, là la Suède, 36,3% de dette nationale. Et donc on en revient aux 17% de la Russie, ce qui est absolument exceptionnel par rapport à tous les pays du monde. La Russie est, on peut dire, pas numéro un mondial, mais pas loin. En tous les cas, je ne connais pas d'autres pays, comme ça à ma connaissance, qui fait mieux que la Russie concernant la dette nationale. Alors j'avoue, j'ai pas vérifié qui était le premier, mais en attendant, bon, on a le Japon, quand on est le premier, c'est le plus mauvais ici, hein. En fait, je voulais dire, j'ai pas regardé qui était le dernier, c'est-à-dire qui avait le moins de dette nationale. Donc là, on peut voir que Hong Kong est le numéro un mondial avec 2%. Donc vous voyez, voilà, on a le Congo qui fait mieux et la Russie. Voilà, donc la Russie est 180e mondial. 180e mondial, sachant que plus on est bas de classement, mieux on est placé, hein, au niveau de la dette nationale. Le record, c'est le Japon, comme chacun sait. Bref, donc vous voyez, ça c'est encore une fois très intéressant à savoir. On va finir avec la balance commerciale pour chaque pays. Après, on passera à la conclusion et l'analyse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Allemagne, très bien placée, avec 21,5 milliards d'équivalent dollars US. Donc la balance commerciale de l'Allemagne est encore bonne. On voit l'Italie, étonnamment, hein, on dit que l'Italie est toujours mauvais élève, mais l'Italie, bah là, fait très fort, hein, à ce niveau-là. Hein, l'Italie en sixième position, donc très fort. Et là, qui on voit en septième position? On a la Russie, toujours parmi les meilleurs. Voilà. Et vous notez que depuis le début, la Russie est toujours bien placée dans les classements. Voilà, toujours parmi les pays qui se portent le mieux concernant l'économie. Donc voilà, la Russie juste derrière l'Italie au niveau de la balance commerciale. Et maintenant, si on regarde la balance commerciale du Royaume-Uni, on voit qu'elle est en négatif avec moins 3,5 milliards de dollars US. La France, moins 4 milliards. Et la fameuse Espagne, moins 4,3 milliards. Donc loin, loin, loin derrière la Russie. Très, très, très loin. Donc en gros, la Russie, elle se porte bien. Bon, dans la conclusion, on va voir que, il y a quand même un grand mais. Là, cela semble très bon, mais concernant l'économie russe, il y a un grand mais. Et nous allons voir ça dans la conclusion. Alors, tout cela semble bel et bien bon pour la Russie, d'autant plus dans le contexte actuel. N'oublions pas que la Russie est le pays le plus sanctionné du monde. Normalement, en temps normal, le pays devrait être en ruine. Vous vous souvenez de ce que disait Bruno Le Maire. Plus, la Russie a une guerre à financer, la guerre en Ukraine. Donc tout ça, normalement, aurait dû mettre à plat n'importe quelle autre économie dans le monde, et pourtant, la Russie tient bon. Alors, j'ai déjà fait
une analyse très profonde sur l'économie structurelle russe, il faudrait que vous voyez mon ancienne vidéo. Je vais mettre le lien dans la description où il y a une analyse plus fine, on va dire dans l'absolu, de l'économie russe, du contexte historique, etc. Donc je remontais assez loin, l'analyse était plus fine. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, lien dans la description. Là, c'est juste un point 2025, donc je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment. Donc la Russie semble vraiment très 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 bien s'en sortir. Et apparemment, dans quasiment tous les classements, la Russie est très très bien positionnée. Et même pour la dette nationale, on peut dire qu'elle est extraordinairement bien positionnée. Mais il n'y a pas que cela. On a une inflation qui est importante en Russie. Donc là, on va parler du grand mai. Donc mai, c'est quoi? C'est l'inflation qui atteint quasiment 10% en Russie. Beaucoup trop élevé. Donc ça, c'est vraiment le fléau numéro un en Russie que Vladimir Poutine essaye de réduire à tout prix. Pour l'instant, il a beaucoup de mal. Et il a beaucoup de mal, pourquoi? Ben, parce que on peut quand même pas écarter les sanctions et la guerre en Ukraine. C'est là. Donc forcément, il fallait quand même des répercussions négatives sur la Russie. La Russie pouvait pas s'en tirer parfaitement au mieux de sa forme avec deux énormes boulets au pied. C'est déjà absolument extraordinaire que la Russie en soit à ce niveau-là économiquement, du fait que avant la guerre, la Russie avait une économie extrêmement saine et structurellement parlant, et du fait que depuis 2014, la Russie s'était déjà préparée aux futures sanctions plus puissantes qui allaient arriver inéluctablement. La Russie s'y était préparée depuis 2014, c'est pour ça qu'elle a si bien tenu, et même mieux, qu'elle a progressé de manière absolument énorme. Donc on a cette inflation, mais on a aussi un taux directeur de 21%. Ça veut dire que les taux d'intérêt russes sont absolument énormes. Alors imaginez-vous quelqu'un qui veut acheter une maison en Russie, ben, avec un taux directeur national de 21%, c'est absolument terrible. Alors donc bien sûr le taux directeur fait un peu moins peur que l'inflation. L'inflation, ça fait vraiment peur. En second, c'est le taux directeur. Donc on a ça. Et aussi, on a un manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre en Russie est absolument criant. Aux dernières nouvelles, il manquerait 2,7 millions de personnes pour combler le manque de main-d'œuvre. C'est absolument énorme. Alors certes, la population russe officiellement est d'environ 147 millions d'habitants, sans compter les 6,2-6,5 millions d'habitants qui se sont ajoutés à la population globale. Donc en réalité, on dirait que la population russe est d'environ 153 millions d'habitants. Et en plus, ces millions d'habitants qui viennent d'Ukraine sont considérés par la Russie comme des immigrés excellents, puisqu'en réalité ce sont des Russes. Alors techniquement ce sont des Ukrainiens, mais des Ukrainiens russophones qui veulent être russes. Donc c'est ce qu'il y a de mieux comme immigrés et donc comme futurs travailleurs. Donc ça, c'est un gros point excellent pour la Russie, mais malgré cette arrivée de tous ces immigrés ukrainiens, ça ne comble pas le manque de main-d'œuvre qui est absolument énorme du fait de la croissance gigantesque du complexe militaro-industriel russe. Donc qui demande énormément de bras. Et en plus, paradoxalement, la Russie a le taux de chômage, on va dire, le plus bas du monde avec 2,3%. C'est le taux de chômage qui est le minimum. On ne peut pas descendre en dessous de 2,3%.
Donc, mais voilà, donc ça pourrait être très bien d'avoir un taux de chômage, on va dire, qui est quasiment nul. Mais bon, d'un autre côté, ça veut dire qu'il manque des bras. Et oui. Donc, et oui, ça veut dire que le taux de chômage, bon, bah, il a atteint le niveau minimum. Il pourra plus descendre. Et oui, donc tout ça indique quand même un problème de main-d'œuvre. Donc, et le problème de main-d'œuvre, bah, comment fait la Russie pour essayer d'y pallier? Bah, fait appel à des Chinois, Coréens du Nord, des Ouzbeks, des Kazakhs, etc. Mais en tous les cas, c'est un gros problème pour la Russie. Donc, résumons les problèmes pour la Russie. On a l'inflation, le taux directeur et le manque de bras. Voilà les trois gros problèmes de la Russie. C'est pas les sanctions. Les sanctions, la Russie vit très bien avec les sanctions. C'est ennuyant, c'est embêtant, mais les sanctions ont permis à la Russie de se réindustrialiser de manière absolument gigantesque et de devenir complètement souverain en son pays. La Russie ne dépend plus de qui que ce soit pour fabriquer telle ou telle chose, à quelques exceptions près. Hein, le gros point faible de la Russie à ce niveau-là, ce sont les semi-conducteurs. Mais d'après Vladimir Poutine, d'ici 4 ou 5 ans, ils pourront fabriquer de bons processeurs. Alors évidemment, hein, on n'atteindra pas les processeurs que sont capables de faire TSMC, Samsung, etc. Mais ça suffit amplement pour la société russe. Bref, donc la Russie a quand même des problèmes. Alors maintenant, je vous avais dit que je vous parlerai du complexe militaire industriel. C'est un facteur économique très très important pour la Russie. Pour l'instant, ça porte l'économie russe et ça va encore la porter longtemps. Parce que on a l'Union européenne qui veut s'armer toujours plus, qui veut faire des tensions toujours plus grandes avec la Russie. Et on ne sait jamais de ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut passer par la tête à un Macron, un Keir Starmer et autres fous de la gâchette qui ne rêvent que de guerre. Donc tout cela donne de très très mauvais signes à la Russie. Donc la Russie, elle va pas baisser sa garde avant très 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 longtemps. Donc le complexe militaire industriel russe, il restera pour très 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 longtemps gigantesque et la Russie n'est pas prête à baisser son financement pour le côté militaire. Là, on atteint 6,7% du PIB ou 6,5%, c'est absolument énorme. Donc, bon, nous verrons bien évidemment comment ça va se passer plus tard. La Russie ne veut pas garder un tel pourcentage de PIB pour sa défense. Elle veut baisser. Elle veut baisser. Donc là, la Russie a dit que dans un premier temps, quand tout ira mieux, elle voudrait baisser à 5%. Voilà, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais en attendant, le complexe militaire industriel russe, bah, il fonctionne à plein régime et encore une fois, je le répète, porte l'économie russe. Et quand il y aura la fin de la guerre en Ukraine, que la Russie sera officiellement victorieuse et qu'elle aura énormément de territoires en plus, imaginez-vous le prestige russe. Là déjà, au niveau des ventes d'armes, pour prendre les choses les plus symboliques, on va parler du Sukhoi 57, ça y est, c'est confirmé, l'Algérie a acheté 14 Sukhoi 57. En plus, là, l'Inde, cette fois, lorgne très très sérieusement sur un achat de Sukhoi 57, mais pour le fabriquer sous licence en Inde, très probablement. Hein, ce n'est pas sûr, bien évidemment, mais c'est ce qui est le plus probable. Ce sera soit ça, soit ce qu'on appelle l'achat sur étagère. Donc pour acheter des Sukhoi 57E, c'est-à-dire à l'exportation. Et on a l'Iran qui va acheter beaucoup de Sukhoi 35
et qui pensent même à acheter des Sukhoi 57. Donc évidemment, tout ça fait des appels d'air et il y a d'autres pays dans le monde qui sont très intéressés pour acheter des avions russes, si on ne parle que des avions, c'est-à-dire l'Indonésie, et le Vietnam et la Corée du Nord. Et bien d'autres pays, mais voilà, ça ce sont les candidats les plus sérieux. Nous verrons bien. Mais on voit que l'exportation d'armes russes bah, progresse et va progresser. Donc ça va aider à l'économie russe. Cela dit, nous allons voir ce qui va se passer en Ukraine, parce que évidemment, là, c'est le flou encore, parce que quand il y a, bon, tant qu'il y a cette guerre en Ukraine, tant qu'il y a ces sanctions, eh bien la Russie, comme je le disais au début, a deux énormes boulets aux pieds. Évidemment, ces deux énormes boulets aux pieds ne resteront pas à leurs pieds éternellement. Hein. On a déjà une Union européenne qui lorgne très fortement avec avidité sur le gaz russe. Et les signes les plus positifs pour la Russie viennent surtout de l'Allemagne, bien évidemment en premier, puis bien évidemment on a la Slovaquie, la Hongrie et la Serbie, bien sûr. Mais les voix les plus fortes, c'est la Hongrie, la Slovaquie et de plus en plus l'Allemagne. Alors nous verrons avec le nouveau chancelier comment ça va se passer, bien évidemment, mais en tous les cas, si jamais l'Europe reprend le commerce gazier, bah, au niveau de l'économie russe, bah, tout va encore changer. Bien évidemment, quand la guerre en Ukraine sera finie, imaginez-vous le fardeau que la Russie n'aura plus à porter. Ce sera absolument gigantesque. La guerre en Ukraine est le plus grand boulet au pied de la Russie. Ça coûte une véritable fortune, sans compter les sanctions. Alors, les sanctions ont peut-être énormément aidé la Russie quant à son économie et quant à la progression de sa réindustrialisation et donc de sa souveraineté nationale, qui est maintenant quasi totale, presque à 100%. Mais quand même, les sanctions, c'est quand même ennuyant. Ça handicape économiquement, malgré tout. Malgré tout. Donc, bref, imaginez-vous quand la Russie n'aura plus à soutenir une flotte que les Européens appellent flotte fantôme, c'est-à-dire les bateaux pétroliers, etc., etc. Les exemples sont trop nombreux. Imaginez-vous la Russie quand économiquement, quand elle n'aura plus les sanctions, quand elle n'aura plus ce fardeau de la guerre en Ukraine, bah, qu'elle aura un prestige du fait de la fin de la guerre absolument colossal, déjà au niveau militaire, bien entendu, l'export au niveau de l'armement russe, quand ce sera fini la guerre en Ukraine, va exploser. Et d'ailleurs, il y a énormément de précommandes qui ont déjà été faites par, de mémoire, 54 pays de précommandes, de systèmes antiaériens surtout, surtout de systèmes antiaériens, mais pas que. Donc, bref, donc ça va exploser, sans compter, toujours en parlant économie, de tous les territoires qui ont été pris par l'Ukraine, qui vont augmenter considérablement bah, les ressources, que ce soit des ressources en blé, en gaz, en pétrole, en terres rares, en métaux précieux, tungstène, titane, etc. Donc quand la guerre sera finie, en réalité, la Russie va exploser au niveau économique. Et pour finir, pour une chose dont personne ne parle, je crois être le seul à en parler, et je vous en ai déjà parlé dans les points sur l'Ukraine à plusieurs reprises, c'est le réchauffement climatique. La Russie profite à plein du réchauffement climatique, avec l'équivalent en gros d'une fois et demie le territoire français, en gros, hein, qui va devenir tout à fait cultivable. Il n'y aura plus le permafrost, et ce qui paraissait impossible à cultiver sur le long terme, bien entendu, et de manière viable,
eh bien, va le devenir grâce au réchauffement climatique. Sans compter, toujours avec le permafrost qui va disparaître, eh bien, des nouvelles terres où la Russie va pouvoir forer pour le pétrole et le gaz sur des territoires qu'auparavant elle ne pouvait pas forer. Et dans l'Arctique, avec les fontes des glaces de l'Arctique, ça va donner de nouvelles possibilités de forage. Alors évidemment, les Russes avaient toujours eu cette possibilité, mais ça coûtait beaucoup trop cher à cause de la glace ou du permafrost. Donc le réchauffement climatique bénéficie énormément à la Russie. Donc, bref, maintenant mettez tous ces facteurs, projetez-vous dans l'avenir, et tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, pour la Russie quand tout sera fini, et que la vie reprendra normalement dans le monde, sans guerre, quoi, sans guerre pour la Russie tout du moins. Après, il y aura peut-être une guerre avec Taïwan, nous verrons bien. Mais bon, voilà, donc j'arrête là. Donc vous voyez qu'au niveau de la Russie, ça se passe assez bien. Par contre, là dans l'immédiat, elle doit résoudre malgré tout son problème de l'inflation et de son taux directeur et de son manque de bras. Voilà, ça c'est les trois choses que la Russie doit absolument résoudre assez rapidement. Elle a encore un peu de temps, mais attention, attention, si elle laisse trop traîner ses problèmes, cela pourrait justement devenir un véritable problème à l'avenir. Mais si la Russie tient bon dans le temps, eh bien la Russie va exploser économiquement et qui sait, peut-être d'ici 15 ans, 20 ans, je ne le sais pas, ou peut-être même avant, on ne sait pas, peut-être qu'elle deviendrait la première économie mondiale. Nous verrons bien. Voilà, j'arrête là. Cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos et bien entendu, comme toujours, soyez curieux.